Bonjour, du coup, bienvenue pour ce huitième café gourmand que j'anime du coup aujourd'hui. Alors en fait, je refais juste la vidéo parce on n'a pas pu on n'a pas pu l'enregistrer tout à l'heure. Donc l'idée de ce café gourmand, c'est simplement de parler des ordonnances en PMA. On a vu ensemble pendant ces 14 heures de formation plusieurs ordonnances qui correspondaient au traitement de FIV, d'insémination et de stimulation. L'idée aujourd'hui, c'est avec des exemples de pouvoir reprendre en fait certaines ordonnances qui sont parfois un petit peu plus compliquées à comprendre et d'en parler ensemble pour démocratiser un peu tout ça. Donc comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, sur ces ordonnances parfois un peu plus complexes que les autres, et bien dans un premier temps, je vais vous faire un petit rappel sur le cycle de l'ovaire, parce qu'en comprenant bien le cycle de l'ovaire, on va comprendre les liens qu'il y a avec ces traitements en PMA. Et puis dans un deuxième temps, je vais vous parler des 3 traitements qui sont systématiquement prescrits, que vous allez retrouver sur toutes les ordonnances. Et ensuite, on va discuter des autres traitements qui sont prescrits sur ces ordonnances pour mieux les comprendre. Et avec l'exemple de quelques ordonnances, on va essayer de décrypter un petit peu tout ça ensemble et puis de voir qu'on peut effectivement parfois rajouter des corticoïdes, des antibiotiques ou ce genre de traitements supplémentaires. Donc c'est parti, un petit rappel sur le cycle de l'ovaire et puis les traitements associés. Donc ça c'est une slide qu'on a vue ensemble en formation. Mais je vais simplement reprendre avec vous donc ce fameux cycle de l'ovaire où vous avez sur un cycle qui dure en moyenne 28 jours, avec le J1 qui est toujours le début des règles, une période qu'on appelle préovulatoire, où les follicules en trop du départ ici, qui sont assez nombreux, entre 5 et 8 par ovaire, vont se mettre à grandir et à grossir. Vers le 5e jour, on va avoir un de ces follicules qui sera sélectionné naturellement par le corps, et là où ils font 2-3 mm ici, ces follicules en trop, le follicule de De Graaf va se mettre à grossir et à arriver presque vers le 14e jour à presque 18 mm à 2 cm. Donc cette période préovulatoire qui dure environ 14 jours. Puis au 14e jour, l'ovulation a lieu, c'est-à-dire que l'ovocyte qui est ici présent dans le follicule et dans l'ovaire va être expulsé, capté par le pavillon de la trompe pour être déposé dans les trompes de Fallope. Et puis à l'intérieur de cet ovaire, que se passe-t-il? Eh bien le follicule, lui, reste toujours à l'intérieur de l'ovaire et il se transforme en ce qu'on appelle un corps jaune, donc pendant les 14 jours, un corps jaune qui va lui avoir quelque chose qui va sécréter une hormone qui s'appelle la progestérone, et c'est cette progestérone qui va permettre d'épaissir l'endomètre. L'endomètre, je vous rappelle que c'est l'endroit où a lieu la nidation de l'embryon. Au 28e jour, s'il ne s'est rien passé, eh bien, il y a une chute du taux d'hormones et puis le corps de la femme est très bien fait. Il repart sur un nouveau cycle avec le J1 qui est le début des règles. Et avec ce nouveau cycle, où finalement, de la puberté jusqu'à la ménopause, eh bien, le corps de la femme va faire en sorte d'avoir au moins un ovocyte par mois pour essayer d'avoir une grossesse. Et puis s'il y a une nidation, eh bien, le corps de la femme est très bien fait aussi et il se prépare à accueillir pendant 9 mois une grossesse. Ce qui est intéressant dans ce cycle de l'ovaire et dans la compréhension de tout ça, c'est que finalement, en PMA, ce qu'on veut, c'est travailler sur ce cycle de l'ovaire et travailler surtout sur ces follicules en trop qui sont présents en fait au départ du cycle. Et on veut tous les stimuler pour les faire arriver à maturation le plus possible. Et puis, on veut dans un deuxième temps faire en sorte de bloquer l'ovulation, parce que je vous rappelle qu'un ovocyte, en tout cas en protocole de FIV, s'il est dans les trompes, on ne peut pas aller le récupérer, alors que finalement, on va aller le récupérer directement à l'intérieur de l'ovaire. Et donc, du coup, dans un premier temps, on va vouloir à la fois stimuler tous ces follicules en trop pour qu'ils arrivent tous à maturation à peu près en même temps. Et puis dans un deuxième temps, on va vouloir bloquer en fait l'ovulation spontanée, donc mettre au repos l'ovaire et faire en sorte que l'ovulation n'ait pas lieu dans les voies naturelles, mais qu'on puisse aller ponctionner au moment où l'ovocyte est mature. Et pour que l'ovocyte soit mature, eh bien, il va quand même falloir déclencher en fait l'ovulation. Et ce déclenchement de l'ovulation, eh bien, il a lieu vers le 36 heures avant ce 14e jour où il y a l'ovulation.
Et puis ce corps jaune qui sécrète de la progestérone. On a pas mal de traitements aussi qui peuvent être proposés aux femmes pour soutenir cette phase lutéale. Donc si on parle des traitements pendant ce cycle de l'ovaire, eh bien il existe des traitements à base de FSH. Je vous rappelle que c'est l'hormone qui stimule la production la maturation des follicules. Eh bien c'est ce qu'on appelle les gonadotrophines. Donc il existe des traitements à base de FSH ou bien de FSH plus LH ou bien de LH tout court qui vont stimuler ce développement des follicules. Et puis au bout de quelques temps, on va faire en sorte de mettre au repos l'ovaire et puis surtout de bloquer l'ovulation spontanée. C'est ce qu'on appelle les antagonistes de la GnRH. Ils vont agir au niveau du cerveau pour bloquer ce qui se passe entre le cerveau et les ovaires pour pas qu'il y ait de pic naturel de LH. Et puis on va quand même vouloir en fait préparer l'ovocyte à sortir pour aller le ponctionner 36 heures après le déclenchement de l'ovulation pour qu'il soit bien mature et qu'il soit ponctionnable facilement. Et ça c'est le rôle des inducteurs de l'ovulation qui est le stylodovitrel à base de HCG ou bien d'agonistes de la GnRH. Et puis tous ces autres traitements qui existent, effectivement la progestérone qui est souvent donnée à partir du soin de la ponction pour potentialiser l'épaississement de l'endomètre. Et puis ces oestrogènes qui vont également agir, je vous rappelle que les oestrogènes sont sécrétés naturellement par les follicules, mais surtout ils agissent au niveau du cerveau avec des rétrocontrôles qui sont soit positifs soit négatifs. Et donc ces oestrogènes, eh bien, on peut aussi les donner en pré-traitement pour mettre au repos en fait l'ovaire et faire en sorte que les follicules antraux soient tous prêts à être stimulés en même temps. Donc, ils peuvent être donnés au début sur la fin du cycle précédent. Et puis, ces agonistes de la GnRH qui agissent comme pour les antagonistes, qui agissent directement au niveau du cerveau pour mettre au repos en fait l'ovaire et éviter l'ovulation spontanée. Quoi qu'il en soit, au niveau des ordonnances en PMA, on va toujours avoir en fait en commun l'association de 3 traitements. Ces 3 traitements, ils vont avoir donc 3 rôles. Hein. Le premier, c'est la stimulation. Le but de la FIV, en tout cas en PMA, c'est de stimuler plusieurs ovocytes. Et puis, la deuxième association de traitement, ce sera de bloquer. On va systématiquement retrouver sur ces ordonnances de la FSH pour stimuler, et puis un agoniste ou un antagoniste pour bloquer l'ovulation spontanée. Et puis, on va retrouver également ce qui va déclencher l'ovulation pour vraiment préparer cet ovocyte dans les follicules à être prêt à être ponctionné. Donc sur toutes les ordonnances en PMA, vous allez retrouver ces 3 traitements. Donc quels sont-ils? Et bien lorsqu'on va vouloir stimuler, le premier traitement c'est donc de la FSH qu'on va retrouver dans différents traitements. Donc le Gonalef, le Purégon, l'Ovalip, le Bemfola, le Pergoveris, le Ménopure, le Fertistart ou les Lonva. Donc ça, ce sont des traitements qui vont stimuler la production du nombre de follicules. Et dans un deuxième temps, on va vouloir bloquer, donc c'est le rôle des agonistes ou des antagonistes de la GnRH. Donc en tant qu'agoniste, il y en a 2 qui sont fréquemment utilisés, c'est le décapeptyle et le deuxième c'est le Cinarel, c'est celui qui se fait en spray. Et puis, les antagonistes de la GnRH, on a soit le Firemadel, soit le Cétrotide et soit l'Orgalutran, qui eux sont donnés pour effectivement éviter que l'ovocyte sorte dans les trompes et qu'on puisse aller récupérer ces ovocytes au moment de la ponction directement dans les ovaires. Et puis, ce troisième traitement qu'on retrouve sur toutes les ordonnances, c'est celui qui va déclencher, donc ce qu'on appelle le déclenchement de l'ovulation. Il se fait toujours à un horaire très particulier et souvent sur un quart d'heure près, puisque 36 heures après cette injection, madame est au bloc opératoire en train de se faire ponctionner ses ovocytes. Donc c'est le rôle de l'ovitrel, qui est donc à base de HCG et qui va mimer le pic de LH, qui naturellement en 36 heures va faire ovuler les patientes. Donc, dans les ordonnances de FIV, on a systématiquement à la fois un produit qui va stimuler, un produit qui va bloquer et un produit qui va déclencher. Et à tout ça se rajoutent en fait parfois d'autres traitements. Et notamment plusieurs, je vais vous en parler de plusieurs. On peut avoir des traitements à base de vitamine B9, hyper important, je vais en reparler. Des traitements à base de progestérone,
pour soutenir la phase lutéale, des traitements anticoagulants, parfois des traitements antibiotiques, parfois des corticoïdes, parfois aussi des antalgiques ou des antispasmodiques au moment de la ponction, et puis parfois on va avoir également des traitements œstrogènes et progestérone sur le cycle précédent. Et puis parfois pour déclencher, on va avoir non pas des HCG avec de l'Ovitrel, mais des agonistes de la GnRH. Donc tous ces traitements, ils peuvent être ajoutés ou en fonction des résultats de la patiente et en fonction des médecins qui le choisissent. Alors pourquoi de la vitamine B9? Eh bien simplement, c'est un complément qui est à base de vitamine B9 et la vitamine B9, elle est indispensable en fait en cas de grossesse, notamment vers la 5e semaine pour tout ce qui est développement neuronal du bébé et de l'enfant. On sait qu'il y a certaines maladies comme le spina bifida qui sont liées en fait à des carences en vitamine B9 et donc c'est la raison pour laquelle ce traitement est très souvent, prescrit sur les ordonnances de PMA. On peut parler du Ginefam, de la Speciafoldine. Il y en a certains qui sont remboursés et d'autres pas. Et puis ce traitement de progestérone, donc la progestérone qui est souvent proposée, c'est soit des comprimés, la plupart du temps c'est en ovule vaginal, qui est proposé de mettre en fait le soir de la ponction. Et cette progestérone, je vous ai dit que c'est le corps jaune qui sécrétait de la progestérone pour épaissir l'endomètre. Et bien en traitement, ça va être également mis donc par voie vaginale et cette progestérone, elle va permettre d'agir sur l'endomètre justement pour épaissir et richement vasculariser en fait l'endomètre afin d'avoir un endomètre assez épais pour accueillir l'anidation. Parfois se rajoutent aussi sur ces ordonnances eh bien, des traitements anticoagulants en cas de fausse couche à répétition ou de risque d'hyperstimulation. Eh bien, on sait que ça augmente les risques de thrombose et donc s'il y a risque de thrombose, eh bien évidemment, c'est des patientes qui vont être mises en fait sous anticoagulants. Donc c'est pas rare de voir parfois des ordonnances avec de l'aspégique ou bien des injections de l'Ovenox pour éviter en fait à ces femmes d'avoir des risques associés à des pathologies initiales. Parfois, on va également avoir des antibiotiques qui sont prescrits. Donc, en cas de risque infectieux, s'il y a une fragilité particulière, eh bien, les antibiotiques peuvent être prescrits sur l'ordonnance de la FIV. Ne soyez pas surprise. Et puis, également des corticoïdes, parfois pour gérer des inflammations chroniques, notamment dans le cas des endométrioses ou de fausses couches. Eh bien, il y a des traitements par corticoïdes qui peuvent être pris pour baisser cette inflammation chronique. Sont également prescrits des antispasmodiques et des antalgiques, notamment autour de la ponction ou autour du transfert. Je rappelle que c'est des actes qui sont faits et qui peuvent être, en tout cas pour la ponction, si elle n'est pas faite sous anesthésie générale, ça peut être quelque chose d'un peu douloureux. Et puis pareil pour le transfert, l'idée c'est d'aller déposer l'embryon directement dans la cavité utérine et donc du coup passer par le col de l'utérus, qui parfois peut être douloureux chez les femmes. C'est la raison pour laquelle les antispasmodiques sont prescrits. Sur ces oestrogènes et cette progestérone, donc il y a une ordonnance qui est associée, on va la regarder ensemble. Parfois, c'est donné sur le cycle précédent pour provoquer des règles. Je vous ai dit que quand la femme passe sur un nouveau cycle, on a une chute du taux d'hormones, donc de progestérone et d'oestrogène de façon naturelle. Et bien parfois, chez des femmes qui ont des cycles complètement irréguliers, pour débuter un cycle sur un nouveau cycle de FIV, et bien sur le cycle précédent, on va faire en sorte de rajouter en fait des traitements qui vont, au moment où on va les arrêter, provoquer les règles. Donc c'est une des ordonnances que je vais vous présenter juste après. Et puis enfin, des agonistes de la GnRH. Agonistes de la GnRH qui sont prescrits chez des patientes qui ont un risque d'hyperstimulation. Et dans ces cas-là, plutôt que de déclencher l'ovulation avec un traitement à base de HCG, donc comme l'Ovitrel, eh ben on va le déclencher avec un autre traitement parce qu'on sait aujourd'hui que l'hyperstimulation, elle est potentialisée par les HCG. C'est la raison pour laquelle on ne va pas rajouter en fait un risque supplémentaire à la patiente et on déclenche en fait avec un autre traitement que l'Ovitrel qui s'appelle donc le décapeptile et c'est souvent donné en 0,2 mg, donc une ampoule et 2 flacons. Alors, eh bien, je vous propose voilà, donc quand il y a des ordonnances qui sont un petit peu comme ça, alors imaginez que les patientes sont déjà quand même bien en stress, et puis nous, de notre côté, il faut qu'on se prépare aussi à pouvoir répondre en fait à ces ordonnances où se rajoute un peu de difficulté. Donc c'est l'objectif de ce café gourmand, bien évidemment. Donc je vous propose de regarder plusieurs ordonnances et puis de les lire ensemble.
Je vous propose du coup une première ordonnance pour débuter ces ordonnances qui parfois ont des rajouts de traitement sur une patiente qui était donc en protocole de FIV, sur un protocole antagoniste, somme toute assez classique, chez qui a été rajouté des antibiotiques. Donc c'est une patiente qui est sous Gametix F, donc c'est de la vitamine B9, c'est des vitamines dont de la vitamine B9. Et puis au premier jour de ses règles, eh bien elle va aller faire une échographie au premier ou au deuxième jour, avec un début de stimulation avec du Recovel, donc qui est de la FSH. Et puis vers le 6e jour sera rajouté, 6e ou 7e jour, va être rajouté donc un antagoniste de la GnRH, donc soit de l'orgalutran, soit du Firimadel, pour bloquer l'ovulation spontanée. Et ensuite, c'est une patiente qui sera déclenchée avec de l'Ovitrel, donc avec des HCG, et donc c'est bien noté 36 heures avant la ponction des ovaires. Donc pour l'instant, le créneau horaire ne peut pas être donné parce que ce sera en fonction des résultats de ses échographies et de ses prises de sang. Et on voit que le Zitromax est introduit dans 4 comprimés en une prise le soir du déclenchement. Donc ce sont des antibiotiques, si mes souvenirs sont bons, c'est une patiente qui avait eu une salpingite suite à l'hystérosalpingographie qu'elle avait passée. Et donc on est sur une patiente qui a une fragilité de ce côté-là et qui, pour éviter d'avoir à nouveau une infection, eh bien elle est mise en traitement préventif par antibiotique. Et ensuite, on lui a rajouté donc de l'utrogestan, donc de la progestérone, à partir du soir de la ponction. Donc la progestérone qui va soutenir ce corps jaune qui se transforme et qui sécrète lui aussi de la progestérone pour épaissir l'endomètre. Et puis on voit du spasfon, donc antispasmodique, qui est prescrit juste avant le transfert, donc au moment où on va transférer 1 ou 2 embryons. Et bien, étant donné qu'il faut passer par le col de l'utérus, c'est un geste qui n'est pas censé être douloureux, mais qui peut être pas très agréable. Et donc pour faire en sorte d'apaiser tout ça, il y a du spasfon qui est prescrit. Donc voilà, sur un protocole dans lequel on a rajouté en fait un antibiotique, donc des ordonnances que vous pouvez avoir à domicile. Et alors pourquoi ? Simplement parce que ce risque infectieux qui peut être lié à la ponction, eh bien il est prévenu dans le cadre de cette ordonnance. Je vous propose de regarder une deuxième ordonnance d'une nouvelle patiente. Si j'arrive à changer la slide, pardon. La deuxième ordonnance, où là c'est une patiente qui avait donc finalement 2 ordonnances, et quand elle l'a envoyée à l'infirmière Cocoon, il y a eu un petit moment de stress parce que l'infirmière comprenait pas à quel moment elle devait, si c'était sur le même cycle ou si c'était sur des cycles différents. Il se trouve que parfois les médecins en FIV prescrivent en fait chez des patientes qui ont des cycles qui ne sont pas très réguliers, prescrivent en fait une ordonnance sur le cycle précédent pour provoquer les règles. Donc c'est finalement le but de cette première ordonnance, où on voit qui est prescrit du Provamès et du Dufaston, donc pendant 10 jours, du 16e au 25e jour du cycle. Quand dans le cycle de l'ovaire, je vous disais tout à l'heure que quand il y a une chute du taux des hormones, donc d'œstrogène et de progestérone, quand il n'y a pas de grossesse, eh bien le cycle se renouvelle et ce chute de taux d'hormones provoque en fait le début des règles. Donc ce fameux J1 du cycle de la femme, eh bien c'est le rôle en fait de cette ordonnance. Provamès plus Dufaston, donc Provamès c'est des oestrogènes et le Dufaston c'est de la progestérone, et quand on en donne pendant 10 jours et qu'on l'arrête d'un seul coup, ça fait une chute du taux d'hormones et ça provoque les règles. C'est assez pratique entre guillemets pour débuter sur un protocole, en fait les règles vont arriver dans les heures ou dans les jours qui viennent, qui suivent l'arrêt en fait de cette ordonnance, et ça va permettre en fait de débuter sur un nouveau cycle qu'on va stimuler pour la FIV. Et donc ce nouveau cycle il est juste en dessous, c'est-à-dire que eh bien, on sera sur un protocole pareil antagoniste avec à partir du 3e jour du cycle, eh bien, de l'Elonva,
Les Lonva, c'est ce fameux traitement qui est à effet retard, c'est de la FSH retard, qui va agir sur plusieurs jours. C'est la raison pour laquelle, en fait, le 3e jour de ce cycle sur cette ordonnance, il y a de l'Elonva. Et ensuite, à partir du 7e jour, va être ajouté du Purégon pour pouvoir doser. Le Purégon a un temps de demi-vie qui est beaucoup plus court et ça va permettre, en fait, de pouvoir l'arrêter quand on souhaite. Et donc, ce Purégon qui est doublé avec de l'orgalutran, donc un antagoniste de la GnRH. Donc on est sur un protocole classique, un antagoniste, voilà. Et puis une patiente qui sera déclenchée avec de l'Ovitrel. Et au moins l'avantage, c'est que on imagine que cette patiente, elle avait soit un syndrome des ovaires polykystiques avec des cycles qui peuvent être super longs, et donc ça permet de débuter sur le prochain cycle qui est prévu en quelque sorte. Voilà pour cette 2e ordonnance. Je vous propose de passer à une 3e ordonnance qui est pareil sur un protocole antagoniste avec un déclenchement qui peut être proposé soit avec de l'Ovitrel, soit avec un agoniste de la GnRH. Donc pour la plupart des patientes, le déclenchement, c'est donc pour mimer le pic de LH, et 36 heures après, la patiente, elle est au bloc opératoire pour se faire ponctionner ses ovocytes. Eh bien, c'est le rôle en fait de l'Ovitrel. Le rôle de l'Ovitrel, qui est à base de HCG, c'est de provoquer cette ovulation pour mimer ce pic de LH et faire en sorte que les ovocytes soient bien prêts à l'intérieur des follicules pour qu'au moment où le médecin FIViste ponctionne en fait ces follicules, et bien l'ovocyte vient avec le liquide folliculaire et que la ponction se passe correctement. Et bien sur ce protocole, donc on est sur du Gonalef, donc FSH, avec une stimulation avec du Gonalef. On est sur un blocage et avec un antagoniste de la GnRH qui est le Firemadel, qui est donné très tôt dans le cycle. Et puis, après la 3e échographie, eh bien, soit la patiente aura le médecin qui va lui dire il faut déclencher l'ovulation avec de l'Ovitrel, soit on va le déclencher avec du décapeptyl 0,2 mg, donc selon les consignes du médecin. Et c'est le médecin qui précisera effectivement l'heure et puis le jour de cette injection, puisque pour l'instant, en tout cas en début de traitement, on ne peut pas savoir si avec quel traitement le déclenchement aura lieu. Je vous rappelle aussi qu'en cas d'hyperstimulation, donc c'est la raison pour laquelle en fait chez les femmes qui ont un risque d'hyperstimulation, c'est-à-dire un taux d'AMH relativement bas ou un syndrome des ovaires polykystiques, eh bien, les HCG potentialisent l'hyperstimulation. C'est la raison pour laquelle il peut aussi y avoir de l'hyperstimulation chez une femme qui est enceinte. Et donc, la plupart du temps, chez ces femmes, sont proposés des protocoles antagonistes pour pouvoir déclencher avec un agoniste. L'agoniste, il a une approche qui est un peu particulière, c'est que tout de suite au moment où il est injecté, il a ce qu'on appelle un effet flare-up, c'est-à-dire qu'il va augmenter le taux de FSH et de LH dans le corps de la patiente, et ensuite il mettra l'ovaire au repos. Donc quand il est utilisé, cet antagoniste, dans un protocole antagoniste, on l'utilise très tôt dans le cycle, et quand il est utilisé uniquement pour déclencher une ovulation, il est utilisé parce qu'il ne contient pas de HCG, mais on l'utilise pour son effet flare-up. Donc le décapeptyl, voilà, en fait, tout simplement, on peut imaginer que derrière cette ordonnance, on a une patiente qui a un risque d'hyperstimulation, et en fonction du résultat des dosages de prise de sang et des échographies, eh bien ce déclenchement se fera pour que le déclenchement ne soit pas potentialisateur d'hyperstimulation. Voilà pour cette 2e ordonnance. Je vous propose qu'on passe à la 3e. Donc ça, c'est une ordonnance un petit peu compliquée. Donc une ordonnance sur un protocole, une patiente qui en était à plusieurs FIV et qui avait eu également beaucoup de fausses couches. Donc on est sur un protocole antagoniste avec un pré-traitement par œstrogène. Donc le pré-traitement, c'est le Provamès qu'elle a pris sur son cycle précédent. Donc là on voit que c'est à J20 du cycle précédent et c'était au 30 août, très bien. Et puis ensuite elle a démarré donc la stimulation avec du Bemfola 450. Qu'elle a fait pendant plusieurs jours, et auquel s'est rajouté le Firemadel, donc pour bloquer l'ovulation spontanée. Et ensuite sur cette ordonnance, comme sur la dernière, on a soit un déclenchement par Ovitrel,
soit un déclenchement par décapeptyle en fonction des résultats d'échographie et de prise de sang. Donc c'est des formations qui sont souvent un peu longues, parce qu'il faut former sur le Bemfola, sur le Firemadel, sur le Vitrel et sur la reconstitution du décapeptyle. Et puis on s'aperçoit qu'en post-ponction, le médecin a rajouté pas mal de petites choses, et notamment de la prednisolone, donc corticoïde, donc un comprimé par jour à partir du J3 du Bemfola. Et donc, on peut imaginer que c'est une patiente qui peut-être avait de l'endométriose, ou en tout cas une inflammation localisée qui pouvait peut-être mettre à mal la grossesse et provoquer des fausses couches. Donc c'est une patiente qui est donc effectivement sous corticoïdes. Et puis, pour potentialiser et favoriser l'anidation, ce médecin a rajouté en fait 3 choses. La première, il a rajouté de l'Ovitrel. Donc l'Ovitrel, c'est le CDHCG. Il a marqué donc 8 clics à faire en post-ponction, donc à J4, J6 et J8, pour potentialiser l'anidation et l'épaississement de l'endomètre. Et avec ça, de l'utrogestan. Donc l'utrogestan, c'est de la progestérone, de matin, de midi, de le soir. Donc ce sont des ovules à mettre dans le vagin. Et puis du Provamès, un matin et un soir en post-ponction. Et tout ça, c'est pour aller au plus proche de la physiologie de la femme, pour pouvoir en fait simplement épaissir l'endomètre et rajouter un peu de HCG, de progestérone et d'œstrogène en post-ponction pour potentialiser en fait les chances de grossesse. Donc ordonnance un peu particulière, et puis avec une écriture un peu particulière aussi qu'il fallait bien comprendre. Voilà, alors peut-être que vous avez des questions et vous pouvez m'en poser, j'ai pas de souci avec ça. L'idée globale de ce café gourmand, c'est vraiment de vous familiariser avec ces ordonnances. Parfois, elles sont pas aussi simples que ce qu'on a pu voir en fait en formation à la PMA. Et puis vous dire aussi simplement que c'est pas mal quand vous prenez les rendez-vous avec les patientes de pouvoir leur demander leurs ordonnances. Déjà, ça les rassure, mais en plus ça vous permet vous de vous préparer, puis d'arriver avec des informations fiables. Et enfin, bien évidemment que Raphaël et moi, on est là pour vous aider puis vous soutenir dans ces ordonnances qui peuvent être un peu atypiques, mais il y a une explication à tout, donc pas de panique, et voilà. Donc j'espère que ça vous a rapporté pas mal de choses. Je vous propose en dernier lieu la date du prochain café gourmand, qu'on organise donc le mardi 23 novembre, toujours à 13h30. Ce qui permet en fait d'essayer d'être pile poil entre les tournées du matin puis les tournées du soir, pour essayer d'avoir un maximum d'infirmiers, voilà. Et puis je vous parlerai de l'endométriose avec un témoignage d'une patiente qui a été suivie en formation Cocoon, qui était en protocole de préservation de la fertilité, donc liée à cette maladie, et elle a beaucoup de choses, je pense, à nous apporter sur son quotidien de vie avec l'endométriose. Donc je vous propose qu'on se retrouve le mardi 23 novembre à 13h30 pour parler de tout ça. Voilà, je vous remercie, à bientôt.